En septembre 1920, au cœur de Bruxelles, un homme seul prend la parole face aux plus hauts dignitaires du pouvoir colonial belge. Il n'est ni diplomate ni gouverneur, il est congolais. Il s'appelle Paul Panda Farnana, premier intellectuel congolais diplômé d'Europe. Ancien prisonnier des Allemands pendant 4 longues années durant la Première Guerre mondiale, il revient plus déterminé que jamais. Face à l'oppression, il choisit l'arme du savoir. Il plaide pour l'éducation de son peuple, fonde des écoles et réclame justice, dignité et égalité pour les Congolais. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire a tenté de faire taire? Pourquoi ses idées dérangeaient-elles autant? Et comment son combat a-t-il nourri les premières flammes du nationalisme africain? Voici l'histoire oubliée de Paul Panda Farnana, le pionnier, l'éducateur, l'insoumis. 1888. Dans le petit village de Nezemba, près de Moanda, au cœur de ce qui deviendra plus tard le Congo central, naît Paul Panda Farnana. 3 ans à peine après la création de l'État indépendant du Congo par Léopold II, un enfant vient au monde, un destin hors du commun est en marche. Issu d'une lignée prestigieuse, Paul est le fils de Sengo Farnana et de Luizi Fernando, un chef reconnu et décoré. Mais à l'âge tendre de 7 ans, en 1895, sa vie bascule. Un homme, Jules Derscheid, directeur d'une société commerciale à Boma, l'emmène avec lui en Belgique comme aide ménagère. À la mort de Derscheid, quelques mois plus tard, le jeune Panda est confié à Louise Derscheid, la sœur du défunt, une pianiste célibataire installée à Bruxelles. Louise, touchée par l'intelligence et la vivacité de l'enfant, décide de l'élever comme son propre fils. Elle l'inscrit à l'Athénée Royal d'Ixelles, où Panda fait preuve d'une brillante précocité. 1904. À seulement 16 ans, il réussit l'examen d'entrée de l'école horticole et agricole de Vilvoorde. 3 ans plus tard, en 1907, il en sort diplômé avec grande distinction. À 19 ans, Paul Panda Farnana devient le tout premier Congolais à obtenir un diplôme d'enseignement supérieur en Belgique. Il poursuit son parcours en France, à Nogent-sur-Marne, puis revient en Belgique pour se perfectionner à l'école supérieure commerciale et consulaire de Mons, où il apprend l'anglais. 1909. L'État indépendant du Congo vient tout juste d'être annexé par la Belgique. Paul Panda retourne sur sa terre natale le 13 mai. Il est engagé comme spécialiste agricole par le gouvernement colonial belge et affecté au jardin botanique d'Eala dans la province équatoriale. Il y enseigne et écrit à sa mère adoptive « J'ai retrouvé mes racines. Les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. » Juillet 1911. Il revient à Bruxelles pour un congé où il prend part à des cercles intellectuels. Le 12 décembre, lors d'une conférence organisée par l'association Amicitia, il marque les esprits par une déclaration forte « Il n'y a pas de race inférieure ». Ces mots résonnent comme un cri de dignité. À travers Amicitia et son président Prosper, Panda découvre les mouvements afro-américains d'émancipation qui vont nourrir sa pensée et renforcer ses convictions. 5 janvier 1912. De retour au Congo, il est nommé directeur de la station agricole de Kalamu dans le Bas-Congo. Pourtant, malgré ses qualifications et son dévouement, il se heurte de plein fouet à la brutalité du système colonial. Discrimination, travail forcé, violence. Il écrit alors à Louise « Chère tante, je subis encore des déceptions et des désagréments. Il me semble que l'altruisme doit avoir sa juste part dans la colonisation. J'ai le sentiment que mes efforts sont mal perçus. Je pense qu'il serait plus sage de demander un changement de poste. La situation devient difficilement supportable. » Août 1914, l'Europe s'embrase, la Première Guerre mondiale vient d'éclater. Alors que les canons tonnent sur les champs de bataille du vieux continent, l'ombre de la guerre s'étend jusqu'à l'Afrique colonisée. Presque tout le continent africain est alors sous domination européenne. Et les puissances coloniales, en manque d'hommes, se tournent vers leurs colonies. Des centaines de milliers de soldats africains sont ainsi envoyés de force par la France et le Royaume-Uni sur les fronts européens. Beaucoup y laissent la vie, anonymes, oubliés, sacrifiés. Mais la Belgique, elle, fait un choix différent. Pas de soldats congolais sur le sol belge. Non par humanisme, non par souci de protection, mais parce que les autorités belges redoutent une chose, le choc racial. À cette époque, le discours colonial européen repose sur un postulat, la supériorité du blanc. La présence de soldats congolais sur le sol belge pourrait fissurer cette illusion. Qu'arriverait-il si des femmes blanches entraient en contact avec des soldats congolais et si ces hommes, éduqués et disciplinés, venaient bousculer l'image du sauvage à civiliser? Le prestige de l'homme blanc doit rester intact. Au Congo, seuls étaient envoyés des Belges dits civilisés et éduqués. Tout Belge, infirme, illettré ou jugé inapte n'était pas autorisé à s'y rendre. C'est dans ce contexte que le roi Baudouin affirme dans son discours que la Belgique a envoyé au Congo les meilleurs de ses fils. Une phrase révélatrice du regard que l'Europe porte sur elle-même et sur l'Afrique. Pourtant, le 5 août, un décret royal crée un corps de volontaires congolais. 32 hommes s'engagent, parmi eux,
Paul Panda Farnana. Il rejoint le front de Namur, aux côtés d'Albert Kudjabo et Joseph Adipanga. Les combats sont violents, les pertes nombreuses, les 3 hommes sont faits prisonniers par les Allemands. Adipanga réussira à s'échapper, mais Farnana et Kudjabo sont envoyés en Allemagne dans un camp de prisonniers de guerre. Là-bas, ils vivent l'humiliation, le travail forcé, la maladie et l'indifférence. 4 longues années, 4 années de silence, ce n'est qu'avec l'armistice, en novembre 1918, que Paul Panda retrouve la liberté. Mais à quel prix? Le regard du prisonnier devenu soldat s'est assombri. Il a vu la guerre des Blancs, il en a vécu la cruauté, il en a compris l'injustice. Pendant ce temps, au Congo, la guerre se fait sentir autrement. La population est forcée de produire davantage. Cuivre, cobalt, coton, caoutchouc, tout ce qui peut nourrir l'effort de guerre européen. En 1917, un décret impose aux Congolais de cultiver des produits d'exportation. Le travail forcé s'intensifie, la souffrance s'installe. Et le ressentiment grandit. Cette expérience de guerre marque un tournant. Pour Paul Panda, mais aussi pour d'autres Congolais. Une nouvelle conscience émerge. La guerre, loin d'ensevelir les espoirs, a semé les graines d'une révolte intérieure. La dette de sang, contractée par l'Europe, ne pourra plus être ignorée. La guerre est terminée, l'Europe pense ses plaies. Mais dans les esprits africains, quelque chose s'est fissuré à jamais. 1919, le monde découvre l'ampleur des ravages de la Première Guerre mondiale, des empires effondrés et des soldats africains revenus du front ou restés dans l'ombre, oubliés des commémorations. Mais une idée est née dans les tranchées, dans les camps de prisonniers, dans les plantations de caoutchouc et les villes coloniales. L'Afrique ne veut plus se taire. La participation des Noirs à une guerre européenne révèle aux yeux des colonisés la barbarie de l'Europe civilisatrice. Une barbarie que l'on ne peut plus ignorer. Une barbarie qui, paradoxalement, va éveiller les consciences. C'est le début du panafricanisme moderne. Le Congrès panafricain de Paris en 1919 est un moment charnière. Il est organisé par Webb Dubois, intellectuel afro-américain, et Blaise Diagne, le premier député noir élu à l'Assemblée nationale française. Paul Panda Farnana y participe activement. L'Afrique doit s'unir, le savoir est notre arme. L'émancipation passe par l'éducation. Ces mots résonnent au cœur de la pensée de Panda. Marqué par la guerre, éclairé par le militantisme noir américain, inspiré par les luttes anticoloniales, il prend une décision historique, fonder une organisation pour les Congolais. Cher Kudjabo, me voici de retour à Bruxelles après un long séjour en Roumanie. Je me rends compte que la plupart de nos frères africains ne savent ni lire ni écrire. Nous avons besoin de Congolais instruits. Si on baptisait cette société Union Congolaise, ton ami, Panda, 1919, naissance de l'Union Congolaise, première association fondée par des Congolais, à but éducatif, moral et politique. Une première dans l'histoire coloniale. En l'espace d'1 an, les membres passent de 30 à 70. Tous apprennent à lire, à écrire, à comprendre les rouages d'un monde qui leur a longtemps été interdit. Mais l'Union congolaise ne se contente pas d'enseigner. Elle revendique la fin du travail forcé, une reconnaissance des soldats congolais de la guerre, un accès à l'administration coloniale, le droit à l'éducation pour tous les enfants congolais. Dans une lettre du 23 mai, Paul Panda Farnana demande le soutien du Belge Alexandre Delcommune, un colon qui participe à plusieurs entreprises financières coloniales, ce qui lui a donné de bonnes relations. Dans cette lettre, Panda fait valoir qu'il veut créer une école pour améliorer l'éducation générale des Congolais. La lettre date de la même période que la fondation de l'Union congolaise. L'Union congolaise bénéficie, pour un temps, du soutien de figures politiques belges. Louis Franck, ministre des colonies, et Émile van der Velde, ministre de la Justice, tous deux sensibles aux idéaux progressistes. Ce fragile appui permet à l'organisation de subsister malgré son caractère éminemment politique. Le monde change. L'Afrique commence à parler d'une seule voix. À travers les congrès panafricains, de nouvelles lignes se dessinent. Égalité raciale, autonomie politique, droit à l'autogestion, dignité des peuples noirs. Et Paul Panda Farnana, dans l'ombre des grands noms comme Marcus Garvey ou Dubois, pose une pierre essentielle à l'édifice panafricain. Septembre 1920. À Bruxelles, dans l'enceinte du premier congrès colonial national, un homme noir prend la parole. Paul Panda Farnana, seul Congolais invité, s'adresse aux élites coloniales, religieuses et politiques de Belgique. Son regard est ferme, sa voix calme mais implacable. Le peuple congolais ne veut plus se taire. Il veut apprendre, il veut décider, il veut exister. Dans son discours, Farnana dénonce l'exploitation, le travail forcé, la violence et l'injustice. Il réclame l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, des salaires décents et surtout une place pour les Congolais dans la gestion de leurs propres terres. Au nom de l'Union congolaise, nous, combattants natifs du Congo belge, protestons contre le régime de 40 jours de travail forcé implanté au Congo.
Protestons contre la mort scandaleuse de 15 hommes sur un total de 30 lors d'un transfert de prisonniers de Lusambo à Léopoldville, décès provoqués par de mauvais traitements et des privations. Demandons qu'outre les chefferies existantes, qu'il soit procédé à l'élection par les Noirs de conseils aborigènes composant le Conseil chargé des affaires indigènes ayant voix délibérative au sein du Conseil général du gouvernement. Protestons contre l'abandon des enfants métis par leurs géniteurs et leur manque de statut. Protestons contre les rapports concupiscents, voire le concubinage avec les Le mariage légal entre les Européens et leurs concubines noires devrait être admis désormais. La voix du Congo s'est levée dans le cœur de la métropole. 1921. Le deuxième congrès panafricain se tient à Londres et Bruxelles. Farnana co-organise l'événement aux côtés de Dubois, Blaise Diagne, Jessie Fosset et Paul Hotelet. Une élite noire, diasporique, intellectuelle, unie pour la dignité de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le Congo est une colonie d'exploitation. Les décrets et les ordonnances du gouvernement belge ne tiennent pas compte de nos mœurs et nos coutumes. Pour que la colonisation devienne une réelle œuvre civilisatrice, il faut éduquer les chefs et les notables. Actuellement, l'indigène n'est représenté nulle part. Mais ces paroles dérangent. La presse belge l'attaque violemment. Le journal L'Avenir colonial le traite de dangereux agitateur. Le gouvernement belge le considère comme un individu dangereux et la presse le dépeint sous un jour plus hostile et l'accuse d'intelligence avec les communistes. Farnana est en relation avec des éléments étrangers incitant à la révolte, tenez-le à l'œil. La sûreté belge le surveille et au chef de la sûreté belge de faire un rapport sur Panda. En substance, il déclare après une filature suivie « J'ai constaté ceci, le sujet est un jeune intelligent, de bonne conduite, estimé des voisins. On ne lui connaît pas de relation particulière, ce n'est pas un assidu du café. Il ne fait pas de grandes dépenses et semble loyal envers la Belgique. Par contre, il entretient une abondante correspondance avec le Congo. Mais le gouvernement belge ne lâche rien, criblé d'attaques injurieuses et dégradantes venant de toutes parts. Panda écrit à Dubois « Cher monsieur, Dubois, le congrès panafricain ici à Bruxelles, a fait beaucoup de tort à la cause des Congolais et à leur émancipation. En conséquence, nous avons décidé de ne pas participer au prochain congrès panafricain. » Farnana est épuisé, isolé, trahi, diabolisé. Il écrit à sa tante Louise, avec une gravité résignée, « J'ai décidé de retourner au Congo. Il me semble que ma place est là-bas, parmi les miens. » 1929. Paul Panda Farnana rentre dans son village natal, Nzemba, au Congo. Il y fonde une école, une chapelle. Il veut transmettre, encore et toujours. Mais à 42 ans, alors que l'homme commence enfin à retrouver la paix, il est empoisonné par ses proches. 12 mai 1930. Paul Panda Farnana meurt dans l'indifférence générale. Il avait écrit à la Société des Nations pour dénoncer le travail forcé des femmes africaines à Cabinda. Il avait lutté contre la chicotte, les punitions corporelles, le racisme institutionnalisé. Il voulait une Afrique éduquée, respectée, libre. Ses idées, réformistes et pacifiques, étaient trop en avance. Il fut l'un des tout premiers nationalistes congolais, le porte-voix d'un continent souffrant. On ne peut dompter un peuple qui apprend. Et Paul Panda Farnana a semé l'avenir dans les cœurs de son peuple. Aujourd'hui, un buste en bronze réalisé par le sculpteur belge Guillaume Charlier subsiste dans la ville de Mons. C'est tout ce qu'il reste physiquement de cet homme injustement oublié. Mais son combat n'a jamais cessé de vibrer.